Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse. Aujourd'hui, on va vous parler une nouvelle fois d'Ari Aster pour la deuxième partie de la rétrospective. Et désormais, vu qu'on a déjà traité les courts-métrages ainsi que Hérédité, son premier film, on va partir sur une deuxième partie avec deux longs-métrages cette fois. Deux longs-métrages clivants, cultes pour certains, Midsommar et Boys Afraid. Et nous sommes toujours en compagnie avec Gillian, de notre invitée, Élise Youssen. Huissen. Arrivé au troisième épisode, ils y arriveront. Huissen. Dis-le avec moi, Huissen. Huissen. C'est bien. Voilà. Je voulais dire Pavel Pogorzelski. Oh, j'ai réussi. Oh. Bah voilà, je vous ai spoilé puisque nous allons parler de Midsommar et effectivement la photographie est toujours de Pavel Pogorzelski. Ouah, je suis trop chaud. Et ben on va se lancer tout de suite après une sélection de courts-métrages qui était un petit peu clivant de notre côté et également d'une petite exégèse autour d'Hérédité qui pour le coup a mis tout le monde d'accord. On va parler de Midsommar qui est un petit peu l'antithèse visuelle d'Hérédité. J'ai proposé à Dany de venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient d'endurer. Christian a dit que vous alliez à un événement. Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale avec des déguisements. Ah, ça a l'air marrant. Hallucinant. Bienvenue et joyeux Midsommar. Skål! Donc c'est un film réalisé et écrit une nouvelle fois par Ari Aster, dont la direction artistique a été confiée à Nils Svensson, qui s'est occupé aussi des décors avec Esther Takas, parce que nous avons beaucoup de techniciens suédois et hongrois sur ce film. À la musique, nous avons Bobby Krlik du groupe The Axen Cloak pour un budget de 9 millions de dollars cette fois, donc un tout petit peu moins étonnamment que Hérédité. Donc le film a plutôt très bien fonctionné avec 48 millions de dollars à l'international. Donc voilà, pour l'instant Ari Aster commence sa carrière avec des budgets modestes mais qui reçoivent suffisamment de succès pour être financés sans aucun problème. Le film est sorti en été 2019, pour être plus précis le 31 juillet en France, mais il faut savoir que c'est un fait assez rare. Il a fait l'objet d'une ressortie très rapide après la première sortie. J'ai pas la date exacte, mais ça s'est déroulé que quelques semaines après la sortie initiale pour une director's cut, puisque le film de base est déjà bien long. On est sur 2h27 pour un film d'horreur, c'est gigantesque. Et la ressortie en director's cut, elle dure 2h41. Donc personnellement j'ai pas pu voir la version longue, mais bon, on va dire que je me contenterai de la version classique pour l'instant. Au casting nous avons évidemment un film qui est porté par sa protagoniste, donc Florence Pugh, qui aujourd'hui a fait quand même son petit bonhomme de chemin, un petit peu chez Marvel d'ailleurs, en incarnant je crois la sœur de Black Widow. J'ai pas son nom mais voilà. Si tu l'as, Non. C'est un peu dur à comprendre. Yelena Belova. Ouais, non, mais toi aussi, on sait que t'es un Marvel Un zouz, Marvel là. fan, ouais. Marvel zouz, là. Mais en fait, elle s'était fait connaître à la base pour The Young Lady. Il me semble que c'est en grande partie pour ce rôle que qu'Ari Aster a pensé à Florence Pugh, et même s'il il a casté des centaines d'actrices, c'est vraiment elle qui l'a retenue. Et puis récemment, on l'a vu aussi dans Oppenheimer, le chef-d'œuvre, bien sûr, de... Un peu moins. Comment il s'appelle le mec là? Le mec. Le réalisateur. Surcoté man. Je sais plus là. Ah, Nolan, ouais, c'est ça, Nolan. Surcoté man, pas mal. Ok. Donc on a aussi Jack Raynor qui joue son petit copain, mais sinon on a aussi Will Poulter qui joue Marc, la petite tête à claque là. On a envie de le taper là. Il jouait dans Narnia, le labyrinthe et également Black Mirror Bandersnatch. Et j'ai la flemme de dire le reste. Oui, bah l'idée en fait de Midsommar, c'était venu à Ari Aster en 2013. Donc c'était avant le tournage d'Hérédité. C'est là où on disait que justement il était un peu indécis et qu'en fait le gars il a vraiment pensé depuis longtemps ces différents pitchs. On verra aussi qu'avec Boys Afraid c'est également le cas.
Donc voilà, le réalisateur en fait sortait à peine d'une relation amoureuse de 3 ans. Et justement, ce film-là, c'est aussi puisé de ces traumatismes pour parler d'une sorte d'histoire de conte de fées qui serait pervertie. Notamment, la première image qu'il a eue du film, c'est vraiment celle du temple sacrificiel en feu, donc le temple sous forme de tipi jaune. Je le cite, « J'avais envie d'offrir au film de rupture un nouveau cadre, de réinventer la sempiternelle fin cathartique qu'on voit souvent dans ces films, quand l'héroïne s'est faite larguer et qu'elle brûle une boîte contenant les objets qu'elle a accumulés au cours de sa relation, dont elle se libère enfin. » Et donc il faut savoir également que c'est un film qui se base beaucoup, en tout cas, sur un folklore qui est plus ou moins emprunté de la Suède, mais que pour des raisons d'accessibilité et de facilité des décors, le film a lui été tourné principalement en Hongrie, à savoir que les jours étaient plus courts que en Suède, mais bénéficiaient quand même de ce climat d'ensoleillement quasi complet. Et donc quand je disais qu'il y avait une facilité dans l'utilisation des décors, c'est tout simplement parce que le village des Arga, ouais je pense ça se dit, a été construit justement par le réalisateur sur ses plans déjà dessinés. Et derrière, le chef déco, Henrik Svensson, a bâti les décors, et seulement 2 mois avant le début du tournage. Et donc du coup, de quoi ça parle Midsommar ? Et là, il se tourne vers moi. Ah oui, merde. Encore jeté sous le bus. Tu veux t'y coller ou je veux bien que tu le fasses, j'ai déjà fait ce c'est vrai. J'ai l'impression d'être votre référente pitch. Oui, je suis notre référente pitch et analyse filmique. Alors, le pitch. T'inquiète. Florence Pugh, qui joue Dani, vit une situation très compliquée. Sa sœur, effectivement, est dépressive, suicidaire, ce qui pèse beaucoup sur le personnage donc de Dani. Son petit copain, il est là sans trop être là. On peut dire aussi que ses amis ne l'aident pas beaucoup à s'impliquer dans sa relation amoureuse, jusqu'au jour où malheureusement je te laisse. C'est pas que il fait rien son petit copain, c'est qu'il va pour rompre avec elle. C'est vrai. En fait, on commence le film avec le petit copain qui veut rompre avec, et il ne le fait pas. Effectivement. Parce que après, elle va être en deuil. Effectivement. Mais la situation, c'est ça, c'est que ils sont sur le point de rupture, justement. En effet. C'est ce que Harry nous dit dans l'interview. C'est pour ça que tu pitches mieux que moi, en fait. C'est pour ça que tu veux que je pitche les projets. Non, mais bon, effectivement. Donc, une relation déjà qui ne va pas très bien en termes d'amour et de ce genre de choses. Donc, malheureusement, sa sœur se suicide et elle emporte avec elle ses parents. Donc, c'est un drame affreux pour le personnage de Dani. Parallèlement à ça, son petit copain Marc décide de partir avec ses amis qui font une thèse, dont l'un d'eux fait une thèse sur... c'est quoi exactement comme thèse ? Oui, il y en a 2. Il y en a qu'un au début, non, enfin, ils sont 2 à faire le même processus d'études, je crois. Ouais. Tu vois, je suis terriblement mauvais pour pitcher. Ils sont 2 à devoir faire une thèse, et un des 2 décide de faire la thèse sur effectivement le solstice d'été et les rites qui se passent là-bas. Ouais. Et après, c'est l'autre qui va vouloir lui voler son concept. Mais ils sont 2 à devoir en faire une. Ils sont dans le même processus d'école. D'accord. Merci. Je suis désolée, j'ai l'impression de te corriger tout le temps. Non, t'as raison, mais parce que je n'aime pas beaucoup le film. Mais non, c'est une excuse. Et donc, l'un de ses amis aussi est donc natif de la tribu des Arga, c'est ça, du coup ? Ouais. Les Arga. Donc, c'est grâce à lui qu'ils vont partir en voyage, qu'ils vont mener ce sujet de thèse. Et un peu malgré elle, Dani va être embarquée dans cette aventure. C'est plutôt malgré eux. Malgré eux, oui, parce que ils se sentent un peu obligés de l'inviter. Ouais, c'est ça. En fait, elle est tellement dans une détresse émotionnelle forte que, ne sachant pas quoi faire, son petit copain va décider de l'emmener avec eux contre l'avis global du groupe, mais sous les conseils
tu m'as dit comment il s'appelait, j'ai pas le truc sous les yeux. Le gars du Arga, là. Le gars qui vient de là-bas. Pélé, voilà. Ou Pelle, ouais, je sais pas trop comment dire. Mais qui, oui, lui, milite pour qu'elle vienne en disant que ça va lui faire du bien, ça va faire une petite retraite spirituelle, quoi. C'est ça. Voilà. Parce que, mine de rien, Dany se retrouve sans famille. Elle a personne d'autre à notre connaissance. Comme Rémi. Rémi sans famille. Pardon, c'est atroce. Mais elle se retrouve avec comme seule attache son petit copain et ce groupe de grands garçons qui sont tous... on le voit dès le début dans le bar avec un peu des red flags quand même. Oui, c'est pas... C'est pas des garçons très girls, quoi. Ouais. Un peu beauf sur les bords et un peu, ouais, effectivement... Oui, et eux, ils partent pour faire leur thèse et aussi pour se saouler la gueule et potentiellement aussi s'amuser avec des meufs, quoi. Exactement. Voilà le pitch. Et comme vous vous en doutez, tout va ne pas se passer comme prévu. Les sectes, tout ça. Chérie Aster. Pardon, mais... Désolé, je crois que j'y mets trop peu de conviction, mais reprenez-moi. C'est pas des convictions, mais il n'y a pas beaucoup de gravité. Alors... Ouais, non, mais là ce qu'il faut rappeler également, c'est que si Pélé insiste autant sur le fait que son groupe d'amis doit venir, c'est parce que ils vont assister à un solstice un petit peu particulier, donc d'où le titre du film Midsommar, qui n'a lieu que tous les 90 ans, et donc du coup où ils vont être spectateurs en fait de différents rituels. Alors on ne sait pas exactement quels rituels sont annuels et d'autres non. Par exemple la fameuse danse, enfin le fameux concours de danse pour être couronnée reine de mai, et comme son nom l'indique, annuel à chaque mois de mai. Mais il y a également d'autres rites qui sont particuliers à cette année, et donc du coup ce qui donne aussi plus de poids à la thèse sur laquelle travaille donc Christian, le petit copain de Dany, ainsi que Josh, qui est vraiment lui la personne, hormis Pélé qui est un natif de cette tribu, la plus impliquée clairement dans ce voyage et dans cette tribu. C'est celui qui va le plus respecter ses coutumes, être au courant aussi en avance, et qui va être le plus rattaché spirituellement à ses pratiques. Et d'ailleurs justement, on va pouvoir commencer un petit peu le développement, mais ce qui va constituer aussi le point de bascule, c'est que lorsque ce groupe va arriver, enfin quelques temps après être arrivé dans cette tribu, ils vont subir le premier rituel qui est autour en fait d'une façon de voir la vie qui est très propre à cette tribu, qui va être la segmentation en âge. Il me semble que c'est de 16 ans en 16 ans à peu près, donc de 0 à 16, 16 à 32, jusqu'à 72, où en fait tout simplement les plus de 72 ans, chaque année, doivent se suicider, doivent donner leur vie en sacrifice à la tribu d'une façon extrêmement crue, puisqu'ils doivent simplement sauter du haut de la falaise de la zone en fait sur laquelle vit la tribu des Arga, et j'étais sûr que j'allais la faire. Et voilà, la tribu, mis à part Josh qui était au courant et Pélé évidemment, sont choqués de voir ce suicide, qui en plus de ça, donc il y a 2 personnes qui se sacrifient, mais le papy qui saute finit par survivre. Et alors pas sur le coup, ouais. Il se fait terminer. Il se fait détruire la tête par une énorme masse. Et ce qui est là où c'est troublant, c'est qu'on voit en fait cet esprit de collectif vraiment avant-gardiste, ouais, enfin voilà, c'est de ce principe de secte, puisque tous les membres imitent des cris d'agonie. Donc c'est vraiment terrifiant, et c'est là où le point de bascule va commencer à se faire, parce qu'en plus on a oublié de préciser qu'il y a également deux autres personnes venant du Royaume-Uni, qui sont amenées par le frère de Pélé, qui eux vont vouloir partir tout de suite, et vont au final non pas partir, voilà, mais disparaître, et sans forcément que ça alerte plus que ça les autres. Mais ça va être plus pas à pas, puisqu'il y a également une des coutumes très répandues dans cette tribu, qui est le fait de boire un thé préparé à partir de champignons hallucinogènes, et qui font aussi baisser la garde
des personnes le buvant. Donc évidemment, ça va être une façon de manipuler les jeunes autochtones qui viennent dans cette tribu pour pouvoir leur faire un petit peu ce qu'ils veulent d'eux. Après, effectivement, le passage du suicide depuis la falaise est quand même assez impressionnant. Et surtout vis-à-vis de Danny, on est quand même sur un personnage qui, dans les premières minutes, a perdu ses parents de manière horrible, et de manière imprévue, puisque que la sœur se suicide, c'est une chose, mais qu'elle emporte ses parents avec elle. Pour ceux qui ont vu le film d'une manière atroce, si je me trompe pas, c'est un meurtre / suicide par intoxication au monoxyde de carbone, je crois, exactement. ouais. Donc c'est quand même une mort horrible. Et Danny, qui vient de vivre ce moment horrible de sa vie, est confronté à une toute autre vision de la mort, qui est tout aussi violente, mais qui n'est pas perçue de la même manière. Ouais. C'est un peu une société progressiste avec le suicide assisté, finalement. En vrai, oui. Non, mais en vrai, il y a un peu de ça, tu vois. Juste, il n'y a pas besoin de sauter de la falaise, mais... Oui, il n'y a pas besoin. Le coup de massue, finalement, était-il vraiment nécessaire? Ouais, parce que laisser papy agoniser sur le sol, c'est pas mieux, hein, mais... Non, mais c'est vrai que du coup elle entre dans une autre, c'est super ce que je dis, parce que elle entre dans une autre vision de la vie et de la mort, en fait. Oui, c'est ça qui va caractériser son évolution au fil du projet, c'est qu'en fait elle va avoir un switch complet sur en soi le sens de la vie et le sens de vivre en communauté. Même vis-à-vis des gens qui sont censés être ses amis, elle va changer totalement d'opinion et va se rallier volontairement ou de manière manipulée à la secte quand même. Et je pense qu'on est sur l'entre-deux. Elle est manipulée à cause de sa faiblesse émotionnelle dans l'état où elle se trouve. Donc elle est plus enclin à accepter ce genre de choses. Mais en même temps, on sent à la fin qu'elle est sur un désir de changer d'orientation de vie et de manière de penser. C'est vrai que c'est là où je trouve il y a une certaine pertinence dans la plupart des films de Ari Aster, parce que on garde une certaine zone d'ombre et d'interprétation. Et en effet, il y a, je pense, une volonté. De toute façon, le film va très vite se centrer autour de Danny, un petit peu de son petit copain quand même, Christian. Mais on voit que ses amis sont quand même assez égoïstes, qui sont pas forcément venus pour les bonnes raisons. Et l'idée, c'est que la communauté représente un peu, même si c'est clairement un processus sectaire, une possibilité de vivre aussi en harmonie avec toute cette collectivité. C'est-à-dire que les règles sont toutes acceptées sans broncher. Il y a quand même je trouve un côté utopique en fait dans cette communauté qui vit totalement en autarcie, mais qui a su quand même utiliser un minimum des technologies, bon j'irai pas jusque là, mais on va dire des processus modernes. Ils sont pas totalement coupés du monde extérieur. Puisque le but de Pélé, c'est quand même d'être, alors je sais plus le terme exact, le terme religieux, tu sais, des gens qui sont envoyés à l'extérieur pour aller chercher quelqu'un. Mais c'est quand même ça son objectif, en fait. Oui. On nous révèle que quand tu arrives dans ta trentaine, dans leur fameux cycle de vie, tu deviens missionné d'aller chercher des gens et de ramener du sang neuf aussi dans la tribu pour éviter la consanguinité. C'est ça, ils essayent quand même d'avoir un... Alors, si c'est précisé quand même, moi j'ai vu le film, j'avoue, j'ai un peu galéré. J'ai vu le film en VO non sous-titré, donc c'était un peu plus compliqué. Mais il y a quand même ce terme de inbreeding, donc qui est la consanguinité, si je comprends bien. Ils acceptent volontairement quand même un petit taux de consanguinité pour procréer des personnes un peu particulières. Pour avoir des messies. Voilà, c'est ça. Ouais, ils ont ce personnage, je m'en souvenais plus du tout, mais là le fait d'en parler, de Messie qui est là pour faire l'écriture des textes. C'est ça. Des textes un peu prophétiques qu'il y a dans le temple, via un système de runes qui nous est rapidement expliqué, en tout cas qui est rapidement expliqué au personnage de Josh, qui est celui vraiment le plus curieux, et justement c'est sa curiosité qui va le perdre. Et à côté de ça, par exemple, Danny, qui elle justement arrive avec ce traumatisme, notamment qui est clairement amplifié par les champignons, puisqu'elle revoit à plusieurs moments, elle fait des cauchemars du suicide de ses proches.
enfin en tout cas de sa sœur et de la mort de ses parents, va petit à petit accepter ce fonctionnement et même plus vraiment à la fin se poser de questions sur Elle accepte totalement. sur qu'est-ce que sont devenus ses proches, puisque de façon finalement assez cohérente, en tout cas il y a pas forcément de manipulation directe, en tout cas par rapport à elle. Elle va devenir la reine de mai via le concours de danse qu'elle va remporter et donc devenir voilà cette reine en tout cas de l'année. Justement, ce qui donnera lieu à cette fameuse séquence culte où elle est complètement emprisonnée, enfin pas complètement, mais dans cette énorme sous cette tenue robe. de fleurs. Je sais même pas comment appeler ça. C'est pas une robe, c'est une cage de fleurs. ce triangle. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça donne lieu. Moi, je trouve Florence Pugh a vraiment dans le film eu des expressions, mais moi, qui me font mourir de rire en fait. Une petite moue. C'est ça. Ouais. Je disais tout à l'heure, elle fait un peu chamallow, quoi. Parce qu'elle a ce côté un peu fragile, un peu faillible, mais toujours à deux doigts de lâcher, quoi, de pleurer, parce que c'est vrai qu'elle a quand même une situation qui est très difficile. À côté de ça, le seul personnage finalement qui reste un peu d'en dehors de cette communauté, c'est son petit copain, mais enfin voilà, qui lui aussi va être, enfin pour le coup beaucoup plus que Danny, va être énormément manipulé, puisque il va accepter lui aussi de boire ce thé. Et donc il y a cette phrase justement de Maya, la jeune fille avec qui il va devoir coucher. En groupe. Elle lui dit Quand même. Ouais, mais elle lui dit en fait avant qu'ils boivent le thé que justement ce que ce thé fait, c'est de baisser ses défenses et de le rendre complètement ouvert et complètement vulnérable à l'influence. Et donc lui va quand même accepter de boire ce thé. Et donc on arrive effectivement à cette scène où oui, il va commencer par coucher avec Maya, justement pour créer en fait une nouvelle génération, de procréer avec lui. Ce qui est quand même étrange et déstabilisant dans cette secte, c'est qu'ils font effectivement tout en équipe et que même ce passage d'acte intime, on a toutes les femmes de la tribu âgées qui sont du coup dans le dernier cycle de leur vie, je crois. Non, pas que, il y a aussi des jeunes. Il y a aussi des très jeunes. J'ai souvenir que des, mais elles m'ont plus marqué alors. En fait, c'est là où c'est un peu troublant. Alors, je saurais pas dire exactement les âges, mais il y a même des femmes qui sont plus dans sa tranche d'âge, genre 25 ans. Parce que j'ai tellement souvenir de cette vieille dame qui le pousse par les fesses pour qu'il y aille vraiment, mais à fond. Ouais. Mais ces passages sont très bizarres et c'est assez glauque. Mais en fait, je pense que l'amalgame il est assez légitime. C'est parce qu'effectivement, par contre, dans Hérédité, c'était principalement des personnes âgées, alors que là, c'est pas le cas. Mais contre, vu qu'ils sont en plein jour, je les remarque plus. Parce que c'est vraiment un corps de personnes âgées, ça marque à la caméra. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça n'a pas du tout la même allure que le corps d'une personne plus jeune. Ouais. Il y a beaucoup de peau, etc. Mais même de façon générale, dans ce type de film, on est quand même dans les films d'horreur, on n'est pas habitué en fait à avoir des nudités complètes. Ouais, c'est vrai. C'est rare. Hein. Pas en tout cas dans ce contexte, et surtout pas des gens qui se tiennent tout droit debout dans un endroit. Souvent, quand il y a de la nudité dans les films d'horreur, c'est le cliché des jeunes qui ont couché ensemble et qui auraient pas dû et qui seront les prochaines victimes. Et encore, même là, c'est pas vraiment. Et même là, c'est très puritain parce que c'est américain. C'est pas intégral, quoi. Ouais. Et en même temps. Alors que là, c'est ultra décomplexé et c'est déstabilisant aussi de se dire que cette communauté se voit tout entière, mais réellement, quoi. Ouais, c'est ça. Et de toutes les générations. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez reçu comme sentiment à la fin du visionnage. Mais j'ai tellement, moi, la sensation d'une happy end pour Danny, dans un sens, et que pourtant, elle est quand même dans un cadre de secte qui est un cadre de manipulation, mais elle a trouvé tout ce qu'elle a perdu. Elle retrouve une famille qu'elle n'a plus, elle retrouve des sœurs, les filles avec qui elle a fait la fameuse danse, avec qui il y a un vrai sentiment de sororité important, et elle trouve enfin un homme qui s'occupe d'elle et qui prête attention à ses émotions. Tu parles de Pélé, c'est ça? Ouais, ils finissent ensemble quand même. Oui, c'est vrai. Et on comprend d'ailleurs que depuis le début, il avait des vues sur ça, elle. C'est évident, ouais. Donc c'est là que tu comprends que c'est toxique, mais de son point de vue, vu qu'elle est sous influence, tout ce qui lui arrive, c'est merveilleux. Elle trouve une famille où il n'y a pas de problème. Si tu pars du principe qu'effectivement, elle est pas soumise autant que Christian justement à la drogue, c'est une vision qui se vaut complètement et effectivement, c'est peut-être la seule exception, je trouve, dans sa filmo où la secte de Arga est pas spécialement montrée comme négative. Hein. Oui, elle fait du bien au personnage principal. Ouais. Et puis même en fait son fonctionnement est pas si
déstabilisant, pas si problématique. Alors ça dépend en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Ouais. Parce qu'après, on rappelle quand même Maya qui met des poils pubiens dans une tarte pour... Ouais. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est par rapport au personnage de Pélé, justement, qui lui, alors, je sais pas si on a l'info du temps où il est censé s'être coupé de cette famille, cette tribu, mais il y a toujours, en fait, ce détachement un peu bizarre où, entre, justement, sa tribu et son groupe d'amis, où il arrive totalement à faire la part des choses et le fait est que je trouve que cette influence, elle est tellement forte qu'à aucun moment il remet en cause ces rituels, quoi. Bah, en même temps, il est né dedans. Oui, c'est sûr. Tu vois. Tu peux pas remettre en cause un truc dans lequel t'es depuis toujours, puisque pour toi, c'est ça le juste. Ouais, mais encore une fois, ça dépend combien de temps. Je sais pas, ça doit être 3 ans, oui, mais 5 tu sais, vu qu'il est envoyé, pour lui, il est en mission à l'extérieur. Et la vraie vie, c'est la vie de la secte. Oui, c'est ça. Il peut pas remettre en cause ça. Enfin... Parce qu'on a Gillian qui tape des barres. Non, moi j'écoute très attentivement parce que j'ai un avis contraire. Voilà, je suis méchant. Non, en vrai, je comprends vos points, etc. C'est juste que j'ai trop du mal avec l'écriture de tous les personnages. Comment est dépeint le personnage de Florence Pugh, je trouve que c'est oui, Dany, pardon. Je trouve que c'est un peu nauséabond dans le sens où on sait qu'elle prend des médocs, etc. D'ailleurs, c'est un peu un parallèle aussi avec le personnage de Tony Collette, je crois qu'il prenait beaucoup de médocs, etc. Donc encore une fois, le personnage de Beau. Oui, voilà, c'est toujours des gens. Et dans Ennington. Voilà, l'asthme, effectivement. Ouais. Donc c'est toujours des gens qui ont un abonnement à la pharmacie. À qui ça doit coûter cher en plus de aux États-Unis ça coûte cher. Là-bas, ouais. Ça coûte cher. Non mais en tout cas, on imagine que donc effectivement c'est quelqu'un qui est traumatisé peut-être par déjà c'est sûr par les agissements de sa sœur, par des relations familiales qui doivent être très dures, etc. Qui se sont coupables. Et Encore. je sais plus si c'est dit dans le film ou pas, mais il y a une bipolarité, je crois. Ouais. Je crois que le personnage est bipolaire. Moi, c'est là où ça me pose problème, c'est comment est dépeint. Voilà, je me sens concerné. Non, c'est vrai, moi je trouve que ça m'a posé problème, c'est comment Ari Aster dépeint une personne bipolaire. J'avais pas du tout souvenir, moi, de ce truc-là, tu vois, je l'ai pas retenu. Je crois que c'est... Non, mais je te crois. C'est insinué ou je sais plus. Mais je veux dire, du coup, ça m'a pas du tout impacté dans mon film, je me rappelais même pas quelle était... Ben en fait, j'ai du mal à... Bon, déjà, je trouve que les personnages sont un peu artificiels. Le film moins tranchant qu'Hérédité. Que c'est moins bien écrit. Je m'attache à personne, en vrai. Ça, c'est le problème aussi. Là où je m'attache à vraiment toute la famille, pour le coup, dans Hérédité, ça me fend le cœur, pour le coup. Je m'en fous dans Midsommar. Les gens, ils meurent, tout ça, j'en ai rien à faire. Parce que globalement, c'est des connards aussi. Dans Hérédité, ils ont leurs défauts, ouais, mais dans Hérédité, tu vois, l'écriture, c'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve c'est pour ça que Hérédité, c'est son film le mieux écrit, je trouve. C'est parce que les personnages, ils ont tous des failles. Ils ont tous des comportements parfois toxiques, parfois un peu pas cool. Tu vois, la relation mère-fils, frère-sœur, etc., c'est des relations compliquées. Mais c'est des gens qui ont quand même... C'est pas juste des connards finis, tu vois. Ouais. Là, dans Midsommar... Je suis d'accord avec toi. Dans Midsommar, le groupe d'amis, qui sont d'ailleurs des amis, on sait pas trop pourquoi, parce que... Oui, mais tous... Surtout des connaissances. Même le copain et tout, c'est... Surtout le copain. Hein. Ouais, c'est des personnages que j'ai pas envie d'aimer. Quel con, celui-là. Ouais. Non, mais franchement... C'est des personnages que j'ai pas envie d'aimer. Le personnage de Dany, je le trouve trop... Moi, j'aime bien justement que ce soit Dany un peu contre tout le monde, tu vois. Ouais, mais je le trouve trop amorphe comme personnage. Même si je comprends pourquoi il l'est, je le trouve trop amorphe. Et oui, j'ai du mal avec ce traitement de la bipolarité, ce sourire à la fin, je le trouve nauséabond, ce sourire à la fin. Le fait qu'on brûle quelqu'un qui se soit fait violer... Enfin, le petit copain, en soi, c'est un viol. Ah oui, clairement. Et je comprends pas ce qu'il essaie de me raconter Ari Aster. J'ai l'impression d'avoir le même pattern qu'Hérédité, qui fait une sorte de copier-coller de trajectoire de personnages et de contexte, etc. Mais en retirant toute l'essence qui faisait d'Hérédité un grand film, et juste en ajoutant, voilà, je trouve que les gens ont été pris par ce film parce que, oh là là, c'est un film qui a été fait de jour, c'est un film d'horreur de jour. Regardez Florence Pugh, elle est triste et tout. Après, au niveau de sa prestation, quand même. Non, après, effectivement, elle joue ce qu'on lui demande de jouer.
Et elle le fait Franchement, bien. elle gère. Un cri de détresse comme elle fait au début du film, j'en ai rarement entendu Oui. des comme ça au cinéma. Et parce que, comme on disait tout à l'heure, un peu hors podcast, je trouve que, par exemple, toute l'intro que tu as adoré toi aussi, Mm. j'adore l'intro aussi. Ouais, l'intro, Toute c'est l'intro, vrai, jusqu'à ce qu'ils partent, en c'est la fait, meilleure en partie du voyage. film. Oui, Ouais. jusqu'à ce qu'ils partent en voyage, je trouve que là, je suis face aux prémices d'un grand film. Mais le reste ne suit pas, malheureusement, je trouve. Même les symbolismes, je trouve que là, effectivement, là où le symbolisme dans Hérédité fonctionne bien, je trouve que dans Midsommar, je m'en fous un peu et je trouve que c'est pas si bien fait. Genre le truc de la cabane jaune, où il essaye de me jouer le symbolisme sur un cauchemar de Dani quand elle rêve de sa sœur. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle rêve de sa sœur, donc assise avec le vomi et ses parents allongés. Et en fait, il fait une métaphore parce que du coup, le vomi, il est vert-jaune, quoi. Comme de la même couleur que la cabane. Putain, j'avais Du pas coup, il vu fait une ça. sorte de métaphore là-dessus. Je suis en mode, mais c'est quand même pas super ouf. Après, tu vois, en Et- mettant de côté l'aspect bipolarité que moi, du coup, j'en avais pas souvenir et je l'ai pas du coup capté sur le moment. Je trouve que c'est un film qui dépeint extrêmement bien le choc émotionnel que peut te faire un deuil et à quel point ça peut totalement faire changer ta vie, changer de direction et moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, tu vois. Autant toutes les intrigues avec la secte en elle-même et sur les personnages secondaires, c'est là, j'aime bien, mais j'en ai en soi, ça pourrait ne pas être là, c'est pas grave, tu vois. Mais par contre, vraiment, la partie sur le personnage de Dani, où tu vois son cheminement, de son évolution du deuil et de comment elle finit par accepter sa nouvelle vie, ça, je trouve ça très, très parlant et très fort, tu vois. Et j'ai pas souvent vu des films traiter le deuil de cette manière-là, tu vois. Cet aspect-là, je le comprends un peu plus. Je comprends aussi le fait que, effectivement, en soi, le fait qu'elle se débarrasse de son ancienne petite amie, etc., c'est plus symbolique dans l'histoire qu'autre chose, tu vois. Genre de se dire, elle fait le deuil aussi de cette relation et plein de trucs, mais c'est comment c'est amené et comment c'est mis en scène par Ari Aster que je trouve ça vraiment louche. Vraiment, le fait que le gars se fasse... c'est très bizarre. Bah, du coup, c'est un viol. Et quand il y a une sorte de quiproquo, parce que du coup, Dani, elle tombe sur ça, elle croit que du coup, il est en train de la tromper, alors qu'en fait, lui, il est dans un état de manipulation, etc. Je sais pas, j'ai du mal un peu à comprendre, mais... Après, de toute façon, dans sa filmographie, les victimes n'ont pas toujours un sort positif, hein. On reprend son court-métrage sur les Johnson. Le père qui est victime de viol. mais c'est ça meurt, mon tu vois. problème, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas en fait. C'est parce que moi t'as l'impression qu'il punit ses victimes. En fait, ça me dérange pas parce que on peut tout faire avec un personnage. Enfin, moralement, en soi, ton personnage, tu peux lui faire tout faire. Ça dépend après comment c'est fait et comment tu veux. Parce que tu peux, enfin, tu peux avoir un message intéressant en faisant faire des choses horribles à tes personnages ou en leur faisant subir des choses horribles. Moi, mon problème, c'est que il fait subir des choses horribles à ses personnages, mais on en tire quoi? Tu vois? Et qu'est-ce qu'on en tire de cette scène de viol? Bah, à part qu'on brûle cette personne ensuite, comme si c'était sur un bûcher, tu vois. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et c'est ça qui m'avait gêné avec les Johnsons. C'est que j'ai l'impression que c'était gratuit et sans réelle remise en question de putain, ça a de l'impact quand même ce que je fais. Ce que je montre là au cinéma, ok, encore une fois, la morale, etc., dans une œuvre d'art, c'est quelque chose qui se discute et tout. Mais c'est quelque chose que tu dois intellectualiser, je pense, tu vois. Donc c'était plus moi ce rapport-là et pour lequel moi le film commence très bien et petit à petit s'effondre petit à petit jusqu'à la fin que je trouve assez mauvaise. Voilà. Non mais j'entends. Hein. C'est pas non plus mon préféré de toute façon de Harry. Et je vois ce que tu veux dire. Moi c'est vrai que pareil, hein, comme je le disais, c'est pas du tout mon préféré et je le trouve un peu trop long et je soutiens tout à fait aussi le fait que les personnages secondaires et la plupart des personnages soient pas spécialement aimables. Par contre, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis pas forcément beaucoup donné le temps de revenir sur le film, d'y repenser, mais je le revois un tout petit peu à la hausse quand même. Hormis son esthétique, c'est probablement pas un film que je reverrai quand même parce que
faut se le coltiner, c'est un peu long. Mais c'est un film qui est quand même intéressant et qui a son vrai parti pris. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas cité, je trouve, un des films aussi qu'il cite directement ou indirectement. Il y a notamment une scène hallucinatoire où Danny voit ses pieds se transformer en une sorte d'herbe ou d'osier qui me fait évidemment penser à The Wicker Man, le classique des années 70, hein, pas le Note de Bise avec Nicolas Cage, mais je pense que ça reste quand même un film qui se base sur cet héritage, entre autres, hein, évidemment, de la folk horror. C'est vrai qu'on n'a pas reprécisé que c'était quand même un film qui était aujourd'hui, je trouve, une des valeurs étalons de ce genre-là. Et non, ça reste un film quand même pas mal digne d'intérêt et qui a vraiment sa personnalité, comme ça va être le cas avec le prochain film qui est Boys Afraid. Je pense qu'on peut enchaîner. Alors, juste avant de changer directement sur Beau, on n'a pas parlé du tout non plus pour Hérédité de la qualité par contre de la bande-son. Oui. Et Non, des c'est vrai, ouais. musiques. Et donc je ne sais pas si c'est le même compositeur pour les deux films. Non, je crois pas, mais il Mais- me semble que à partir de Midsommar, Bobby Clark Krilik sera son compositeur attitré, ouais. Parce que quand même, sur tous ces films, moi je trouve qu'on est banger sur banger en termes C'est vrai. de musique originale. Hein. Enfin, personnellement, moi j'ai les CD. Ah ouais, j'ai des CD. Mais Ah ouais, carrément. j'ai carrément des CD, ouais. Mais j'ai Bah, des CD T'as des décédé, films. hein. T'as Ouais. pas décédé. Non, je suis pas décédée. Sinon, je ne serais pas avec vous. C'est vrai. Mais j'ai Hérédité et Midsommar en CD chez moi, effectivement, pour les écouter. Et je trouve les musiques incroyables. Et c'est vrai que moi-même, quand je suis dans mes phases d'écriture, j'écoute beaucoup les bandes originales de ces films-là pour m'inspirer parce qu'elles sont quand même fortes Mhm. et marquantes. Enfin, même là, tu vois, en parlant, j'ai l'air dans la tête de Midsommar. Moi, j'ai la musique de la bande-annonce de 28 ans plus tard. Et attends, ouais, donc, du coup, on va parler de Beau après, mais j'aimerais qu'on parle du trailer de Beau aussi. Ok, c'est pas grave. Moi, je me rappelle plus. Ah si, il y a la musique, c'est c'est quoi la musique déjà du trailer de Boys Afraid? C'est Goodbye Stranger. Goodbye Stranger, ouais, Enfin, effectivement. je sais pas si c'est ça le nom exact, mais... Si, c'est les paroles. de Super Trump. Ouais. Mais oui, la musique est à chaque fois d'un intérêt, d'un grand intérêt. J'adore la musique. Je retiens énormément celle d'Hérédité, qui est peut-être aussi, qui a du coup switché quelque chose dans la musique de films d'horreur. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que la musique de films d'horreur, à part quelques fulgurances, ça a toujours été assez dans les mêmes tons, dans Bah, les mêmes Oui et non, parce approches. que il reste classique parce que ça reste du bon vieux violon strident. Mais je ne sais pas comment, parce que je connais rien en musique, mais il a un traitement de ce violon qui est quand même pas le même. Mais notamment, et je sais pas si tu te souviens, moi je pense que tu t'en souviens Et du puis, coup, mais et puis là, ces fameuses vibrations sourdes quand même, qui, ouais. un truc comme ça, tu vois. À la limite d'un chant Ouais. presque un peu bouddhiste qui sont Ouais, en fond, ouais. Absolument. Et ça, c'est génial. Mais la scène de fin d'Hérédité avec la musique, qui est vachement connue même sur les réseaux sociaux, je crois qu'elle est un peu utilisée sur des petites sur des vidéos, trends de sur des TikTok. trends de TikTok. Ouais. Mais ouais, non, elle est très marquante. Et c'est vrai que le traitement de la musique et du son chez Astor, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on retient souvent chez les grands réalisateurs d'horreur. Hein. C'est le traitement du son à chaque fois. C'est quelque chose de fondamental. Ouais. Tout à l'heure, on parlait d'Eggers, mais Eggers, c'est un monstre au niveau du son aussi. Hein. Même des films un peu plus faibles comme The Northman, moi que j'aime pas beaucoup ou quoi, il y a un traitement sonore de dingue. Et j'ai encore des scènes de Nosferatu en salle qui me ouais. marquent. Ouais. Les fameux sabots du cheval, etc. C'est voilà, le son c'est- dans le film d'horreur, ça joue beaucoup plus que l'image, c'est clair. mm. Parce que l'image, t'arrives quand même tu peux encore te détacher et te dire, oui, mais je suis devant un film. Mm. Le son, ça te prend vachement plus aux tripes. Ah, Il exactement. y a une ouais. réaction qui est presque automatique et instinctive. C'est primaire. Ouais. C'est vrai qu'un bon film d'horreur, il a une bonne bande son, quoi. Et j'ajouterais que j'ai vu la plupart de ces films-là au casque, et c'est vrai que je peux le recommander Ouais. d'écouter ça au casque, parce que justement, ça permet aussi
d'amplifier ce qu'on peut entendre facilement en dehors, mais aussi de capter ce qu'on aura plus de mal à entendre, notamment les vrombissements. Moi, je les ai vraiment beaucoup ressentis sur Édité, et je me suis dit si j'avais pas le casque, je les aurais probablement pas entendus. Ça permet d'avoir aussi je trouve une représentation du mix qui est qui est probablement un peu plus fidèle, hein. Évidemment ça dépend du casque que vous utilisez, mais ouais, je conseille surtout sur Boys Afraid et Midsommar. Et oui, alors attends, je crois que je les ai tous vus au cinéma. Non, Midsommar je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi, mais tout le reste j'ai vu au cinéma, et quand même il a une... Après, on parle de lui, mais c'est surtout aussi toute l'équipe son, et voilà, ils font un taf de fou. Mais la politique des auteurs. Mais il y a tout un travail de spatialisation, notamment qu'on ressent plus dans Hérédité, qui est assez fou, qui est quand même de grande qualité, et que tu l'as déjà un peu plus au casque que sur un haut-parleur, mais quand t'es en salle de cinéma avec un bon système son, c'est quelque chose... Ouais, mais tu vois, c'est pas tous les films d'horreur qui utilisent la 5.1 de bonne manière, tu vois. Après, le souci, c'est que je sais pas si c'est des films qui sont encore diffusés de temps en temps en salle, même sur Paris, je sais pas. Si. Les UGC, ils ont des séances cultes. Et c'est déjà arrivé, je crois, qu'ils aient repassé soit Hérédité, soit Midsommar, ouais. Très bien. Boys Afraid ? Bah ouais. I'm visiting my mother-in-law. Welcome back. I hit you with my car. What? I know. Bon cette fois c'est moi qui vais m'y coller, donc je vais tout vous dire. Tu vas réussir ? De quoi ? À tout dire sur Beau ? En tout cas, jusqu'au pitch déjà. Donc, je commencerai par dire que le film s'appelle Beau à peur au Québec, mais que à la base le film devait s'appeler Disappointment Boulevard. Quel nom de merde. Ouais, ça va. Hein. Non. Moi j'aime bien. Ouais. Oui, mais justement, c'est pas Lynch. Il a renommé finalement Boys Afraid en référence à Beau. Et je reviendrai sur le pitch, mais c'est vrai que c'est assez marrant sur le point justement relatif à Beau. Donc on retrouve effectivement à la réalisation Ari Aster, et c'est étonnant, au scénario aussi. Sachant que c'est un scénario qu'il a développé à la base il y a plus de 10 ans, par rapport à la sortie du film, donc vers 2012-2013, donc à peu près au moment où en fait il sortait les premiers courts-métrages impactants qu'on a évoqués dans la dernière émission. Une première version qui se devait d'être encore un peu plus axée sur l'humour, un peu plus basée également sur l'absurdité des choses, mais au final il a préféré modifier son scénario d'année en année, à force en fait de revenir dessus, pour y incorporer un peu plus ses problèmes familiaux avec sa maman, hein. C'est original ça dans sa filmographie, on l'a pas vu beaucoup. Ça se trouve il a pas du tout de problème avec sa mère, hein. Non, peut-être pas, hein, mais en tout cas c'est... Voilà. Mais il faudra vérifier peut-être. Hein. Donc on retrouve à la musique Bobby Krlik et à la photographie Pavel Pogorzelski. On a entendu toutes les prononciations possibles. Donc c'est toujours produit par A24 là, avec Lars Knudsen. Rappelle-moi comment je m'appelle. C'est sûr là. C'est Élise Huyssen. Huyssen, comment vite. J'étais presque là. Huyssen. Au 3e épisode, ça sera Et le film a coûté... Ah ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, vas-y. Laissez-moi faire mon travail. Le film a coûté 34 millions, soit cher. C'est quand même 4 fois le budget de Midsommar, pour un box-office de seulement 11 millions. Donc ça a été un putain de four. Ouais, ah putain. Un putain de four. Donc là, on est sur un format un peu plus traditionnel, un 1,85, donc proche du 16/9. On est loin du 2,35 très large de Hérédité, pour une durée de seulement 2h59. Alors pourquoi je dis 2 heures seulement ? Version courte, hein. Il n'y a pas de... il voulait faire une... Ouais, c'est ça, le film devait durer 4 heures. Ouais. Voilà, donc 2h59, ça va, finalement, c'est assez court. Hein. Ouais, moi ça me va. Hein. Et donc le film est sorti en 2023, en avril 2023.
en France et met en scène principalement Joaquin Phoenix. Je sais pas si vous connaissez cet acteur qui joue Bo Wasserman. Et justement, c'est drôle parce que ce casting a été annoncé en 2020, donc juste après son Oscar du meilleur film pour Joker. Bon, il a fait d'autres films sympas, genre Oscar du meilleur film. meilleur acteur. Oui. Mais en fait, là, du coup, on t'a pas entendu. Bon, bref, on t'a pas entendu. C'est pas grave. D'ailleurs, donc il incarne Bo, mais à l'âge adulte, mais sa version jeune est incarnée par Armen Naapetian. Nous avons aussi d'autres personnages qui sont présents à plusieurs âges, notamment sa maman, Mona Wasserman, qui est jouée par Patty Lupone, ainsi que sa version plus jeune par Zoe Lister-Jones. Et je vous parlerai des autres personnages un peu plus tard, parce que je pense que c'est plus intéressant de les voir dans le récit. C'est un film qui, pour le coup, a bénéficié d'une certaine exposition médiatique, notamment par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup d'interviews sur Boys Afraid, notamment aussi parce que ça faisait suite à un de ses courts-métrages les plus connus, donc Bo. Ça, on l'avait cité dans l'émission précédente, mais à la base, le rôle devait être repris par Billy Mayo, qui jouait Bo dans le court-métrage original, mais qui est décédé entre-temps en 2019. Et justement, Ari Aster a pu pas mal se livrer sur le film avec Yorgos Lanthimos, qui est vraiment aussi un de ces cinéastes justement emblématiques de cette génération, notamment connu pour The Lobster ou plus récemment Poor Things. Il a fait aussi La Favorite. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que plusieurs de ses films justement mettaient en scène Emma Stone et qu'on retrouve dans Eddington. Le truc, c'est que Ari Aster est assez transparent sur sa relation qu'il entretient avec Joaquin Phoenix, parce que c'est vraiment pour lui un acteur qui était hors de sa portée au début, et finalement c'est peut-être pour lui sa meilleure expérience avec un acteur sur Boys Afraid, et ça c'est vraiment très bien passé, quoi. Il me semblait avoir écouté en interview qu'il disait que Joaquin Phoenix était ultra investi dans le rôle, qu'il avait adoré le script, et que des semaines avant le tournage, il se voyait tous les jours pendant des heures et des heures pour discuter du film et pour travailler déjà ce personnage. Donc effectivement, je crois que c'est une rencontre qui l'a marqué. Et bon, c'est pas pour rien effectivement que Joaquin Phoenix revient dans un premier rôle chez Aster pour son film suivant, donc Eddington. Également, je voulais rajouter que le premier jet du scénario, ça s'inspirait énormément de Franz Kafka et de Carl Gustav Jung. Et l'idée, c'était d'avoir en fait un personnage qui incarnerait les maux et les angoisses de son rapport à la mer. Et justement, pour une fois, qui serait pas forcément présentée comme une mère abusive au premier abord, mais plutôt une mère qui serait surprotectrice et qui étoufferait complètement son enfant, de là à le rendre totalement anxieux et angoissé, d'où son titre Boys Afraid. Il doit peur. Voilà, il a peur, hein. Il a peur. Et donc c'est aussi un film qui se voulait être construit de façon assez inhabituelle, parce que il y a vraiment 4 parties principales dans le récit, mais aussi plusieurs flashbacks qui viennent s'entreposer entre Bo et sa mère et un autre personnage qui est celui d'Hélène. Donc je pense que oui, je peux rapidement passer au pitch, sachant que comme je le disais, le film est assez morcelé entre plusieurs séquences. Et donc de quoi parle Boys Afraid? Donc ça parle de Bo, donc qui est un personnage qui vit seul dans une ville un petit peu violente, un petit peu agitée. C'est-à-dire que lorsqu'il sort, ne serait-ce que chercher de l'eau, il est à 2 doigts de mourir, de se faire agresser. Il y a des dizaines de personnages bizarres, voire criminels, qui s'infiltrent dans son... C'est des craquettes, hein. Un peu, ouais. Il s'appelle Wassertown, je crois. Ouais, c'est Los Angeles en pire. Ouais, c'est... Mais d'ailleurs, à l'effigie du nom de sa mère, puisque sa mère est une entrepreneuse à succès, mais qui, Bo ne vit plus avec elle. Bon, en tout cas, voilà, son objectif à la base, c'est de rejoindre sa mère pour simplement la voir en prenant l'avion, mais il va se faire dérober ses clés et ses affaires. Alors, si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, puisque c'est littéralement Bo, le court-métrage Bo, en tout cas le début,
puisqu'il reprend carrément le personnage de son voisin dans le couloir qui lui dit qu'il est foutu, quoi. Et sauf que ça va pas forcément plus loin, puisque par rapport au court-métrage, puisque le court-métrage, pour rappel, durait à peine 6 minutes, mais va plutôt se concentrer sur ces citadins qui vont totalement ne pas le respecter et prendre contrôle de son appart avant d'être laissé pour mort, en se faisant renverser parce qu'il se fait poursuivre par un criminel SDF avec armé d'un couteau. Alors si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, encore une fois, puisque c'est probablement, même si c'est pas le même nom, le personnage de Chester du court-métrage, c'est la vie, et un personnage archétype qu'on retrouvera encore dans Eddington. Donc il va être recueilli par un couple de médecins très propres sous tout rapport, qui sont endeuillés par ça se dit ? Oui, endeuillés. Qui sont endeuillés par la mort de leur fils qui est décédé à la guerre, et qui ont recueilli son camarade d'armée, de régiment, de régiment. Joué par Denis Ménochet. Oui, notre acteur français. Toujours dans les bons plans, Denis. Et qui l'apprécie pas trop, quoi. Et avant d'être forcé de fuir pour rejoindre une communauté d'acteurs de théâtre itinérantes, sauf que j'ai oublié de préciser que son père est apparemment décédé lors de la conception de Beau, puisqu'il serait mort d'un orgasme. Ouais. Voilà. Et il y a une malédiction sur les hommes de cette famille qui fait que chaque homme meurt au moment d'une éjaculation. Apparemment. Ouais. Et en parallèle de ça, on apprend un petit peu plus tard qu'il aurait eu une relation amoureuse avec une jeune fille quand il était lui-même très jeune, je précise, qui s'appelle Elaine. On parle de Beau, on parle pas du père mort. Ouais, ouais. Il a eu un béguin de vacances, en fait. Il l'a rencontré sur la croisière où il était avec sa maman. Que la mère d'Elaine n'était pas consentante. Elle n'était pas fan, quoi. Oui, bon. Et donc, ce qui fait qu'il ne la reverra jamais, en tout cas pas avant un très long moment. Et voilà, il y aurait encore des choses à dire sur ce développement, mais c'est vrai que le film est quand même sacrément fourni, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Voilà. Mais oui, un truc important à préciser, c'est que le gros problème principal de Beau, en dehors du fait que sa mère est castratrice, c'est qu'elle l'est littéralement, puisque Beau, du coup, à son âge, est encore vierge et n'a jamais eu de relation amoureuse, et n'a jamais connu les plaisirs de la vie, mais quel que soit, même sans parler juste de sexe. C'est un homme qui a été profondément malheureux toute sa vie, parce qu'il est sous le regard de sa mère. Le psy, oui, Beau, c'est vrai qu'il a un psy et qu'il se fait prescrire une ordonnance de médicaments qui sont créés par l'entreprise de sa mère. Ouais. Parce que sa mère, elle est grande entrepreneuse, mais en fait, elle est dans le pharmaceutique. Si je me trompe pas. Elle est dans plein de choses, je crois. Ouais, mais elle fait aussi, du coup, les médocs. Ouais. Et Ari Aster, toute son subtilité, encore une fois, qui nous montre les énormes couilles de Joaquin Phoenix. On les aura beaucoup vus, entre ça et Eddington. Non, mais là, elles sont énormes. Proéminentes. Ouais. Vraiment, il te métaphorise ça en mode ah ouais. Littéralement, il a les couilles bleues. Enfin, il a jamais couché avec personne. Non, mais c'est ça, en vrai. C'est ça. On revient sur Harry qui a des envies et des thèmes phalliques très récurrents, Mais du coup, Boys Afraid, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un film fourre-tout, quoi. Moi, j'adore ce film. Il y a tout à prendre et à laisser. À manger. Non, il y a tout à prendre. Il y a tout à prendre. Wow. Parce que pour moi, si je vais faire un film qui représente un cauchemar éveillé, j'aurais pas pu faire mieux que ça. Non, mais c'est vrai que la structure est très cauchemardesque. Oui. Et moi, c'est ce que j'aime bien, et c'est ce qui malheureusement a été beaucoup reproché au film, c'est qu'il a une structure non linéaire. Bah oui, donc malheureusement ça existe, des films qui ont une structure non linéaire, tu vois. Et non, pour moi ça fait le charme du projet. C'est que ça part dans tous les sens. On est sur, malgré tout, il y a quand même un aspect linéaire, c'est qu'on est sur le parcours du héros, qui est quand même vraiment le b.a.-ba de la structure de film que t'apprends en école de ciné, quoi. Le parcours du héros, c'est le premier truc que tu vois. Et il s'amuse à le déconstruire et à faire du mal à Beau, mais
Enfin, moi, je trouve ça presque jouissif. Le pauvre, il en prend tellement plein la gueule. Oui, c'est un film qui est long, qui est fatigant, on va dire, quand même, qui est éprouvant, hein. Je sais pas, quand tu l'as pas senti comme ça, toi? C'est quand même éprouvant, je trouve, Non, en un parce sens. que moi, je suis allée le voir deux fois dans la même semaine, donc je tapais 6 heures de beau, donc non, j'ai pas été éprouvée, mais... Moi, je trouve que c'est un film long, c'est éprouvant et, enfin, voilà, moi, donc toi, je sais, enfin, tu es vraiment très fan. Moi, Ça, personnellement, Je pense que c'est mon favori. ah ouais. Ah ouais, Ouais, je ouais. pense. Et ça a été longtemps hérédité, mais là, beau, ouais. En fait, pour ma part, j'en tire des séquences que j'adore. Moi, pour moi, les 40 premières minutes, c'est exceptionnel. Ce C'est film c'est est tout un, ce que j'adore est chez un Aster. rêve fiévreux. Ouais. C'est un Vraiment. film où tu ressors, t'es en transpillant sur froide, t'es pas bien. J'adore ça, mais par exemple, toute la fin, moi, j'ai beaucoup de mal. Ah ouais, moi J'ai j'adore. beaucoup de mal, notamment le truc sur le bateau à la fin. Ouais, mais si tu vois, Franchement, si on reparle de tout le truc de la culpabilité qu'il y a dans tous les films de Harry, c'est vraiment, il meurt de culpabilité parce qu'il est devant un tribunal. Il se fait juger pour franchement des crimes, mais enfin, de merde. Et on lui reproche des trucs qui sont ridicules qu'un un parent toxique reproche à son enfant. Et non, moi j'aime beaucoup la fin. Après, oui, J'aime beaucoup la fin. éventuellement le reproche que je peux faire, et j'aurais le même sur Eddington, c'est sa manière de mettre à mort ses personnages, qui est ultra expéditive. Et ça, je suis ok, le coup du moteur du bateau, voilà. Mais déjà, dans le concept en lui-même du tribunal et de la mise à mort du personnage principal, et de se dire, putain, on s'est tapé 3 heures du mec qui galère, et finalement, tout ça pourquoi? Pour qu'il crève. J'aime bien. Je comprends. Ouais, bah ouais, il meurt comme une merde, en plus, sous ordre de sa daronne. Enfin, Oui. Mais alors qu'il a tout fait pour elle depuis le début. Mais c'est un film qui regorge de... Et il a pas vécu, quoi. Ouais, mais c'est un film qui a beaucoup de charme aussi. Ouais. C'est un film qui a du charme, qui a une technique assez dingue. Je pense Ça qu'on... fourmille d'idées. C'est constamment plein d'idées, peut-être trop du coup, parce Mais que c'est vrai que c'est... il change de technique même de... Oui, bah il y a la fameuse séquence qui est hallucinante. Papier mâché, là de papier mâché qui Ouais. est complètement dingue. Ouais, la séquence de maquettes, mais c'est des vraies maquettes pour le coup. Enfin, ouais, Qui, très en fait, enfantine. ouais, c'est magnifique, c'est totalement magnifique. Moi, j'avoue que c'est un passage que, en termes de scénaristiquement, etc., en termes d'attention, je commençais un peu à lâcher prise et effectivement, visuellement, ça m'a redonné de l'intérêt, tu vois, de rester accroché à ce film. Mais oui, c'est un film plein d'idées. Je pense qu'on pourra aussi parler de l'énorme pénis, encore une fois, qui se loge dans le grenier de la maman, qui se révèle être le père de Beau. Ouais. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec Harry, c'est qu'il va pas... Même s'il est provoquant, le fait de mettre un pénis dans un grenier, ça dit quand même un vrai truc. C'est pas juste il a mis un pénis dans un grenier, tu vois. Enfin, quand tu sais que le père de Beau, on ne voit jamais à quoi il ressemble de son vivant humain. Et en fait, il est résumé tout le long du film pendant 3 heures par la mère à juste, littéralement, une bite. Parce que ce mec-là, dans sa vie, la seule chose apparemment bien qu'il ait fait, c'est de coucher avec la mère de Beau pour que Beau naisse. Ouais. C'est son seul pédigré dans sa vie, tu vois. Et ça dit beaucoup de choses sur la manière dont la mère de Beau voit les hommes. Elle les objectifie comme dans la vraie vie, un homme objectifie une femme, tu vois. Et puis ça nous permet aussi de... Puis c'est fun, mais... Ça nous permet aussi de voir Denis Ménochet se battre contre une table géante. Ouais, si j'avais su dans ma vie que je verrais Denis Ménochet se battre avec une bite géante avec des pattes d'araignée et se faire perforer le crâne par une patte d'araignée, de bite. Voilà. Je crois que c'est le rôle d'une vie. Franchement, et rien que pour ça, je regrette pas le visionnage. C'est juste pour ça. Vraiment, je pense que c'est au Panthéon. Mais ouais, et puis même Aster, il en parle d'une manière très détachée de ce film. Il dit que il faut pas essayer de le comprendre, que lui, il se tapait des barres en l'écrivant, quoi. Il était en mode, bah, juste kiffer. Essayez pas de forcément... Vous pouvez en tirer de la symbolique, des éléments, etc. Mais à la base, c'est juste pour rire. Et il dit que lui-même, il n'arrive pas à le classer, son film, quoi. Ouais, ça, c'est inclassable. C'est inclassable. Après, bon, Harry, dans toutes ses interviews, il dit qu'il faut pas essayer de comprendre ses films. Oui. Au bout d'un moment, arrête de faire le mec détaché, tu dis des trucs quand même. Assume que et puis même inconsciemment, il va y mettre des choses qui vont raconter des choses de lui ou de ce qu'il perçoit. Quand tu fais une blague, il y a toujours un fond de vérité. Et ces films, c'est ça. T'auras beau dire que oui, on a fait ça pour le fun. Non, Harry, tu fais pas 4 heures de film pour le fun. Tu dis des trucs quand même. Lui, ce qu'il en tire, surtout, il dit que là où il sait ce qu'il a voulu mettre, c'est la culpabilité. Spoiler, ouais, wow.
ambiguïté et ambivalence. Voilà, c'est comme ça qu'il décrit Beau is Afraid. Il dit qu'il faut pas chercher plus loin que ces 3 termes, mais bon, il y a forcément effectivement plus à en tirer. Je sais pas, toi, Nathan, quel est ton regard sur Beau is Afraid? Est-ce que toi, t'as été charmé? Est-ce que tu l'as subi? Ça a été un visionnage... Bah, j'ai bien aimé les 40 premières minutes. Voilà. Ça sera tout. Non, j'ai pas grand chose à dire de plus de ce qui a été dit. Même, disons que non, même cette séquence avec la bite, c'est vrai qu'en fait, ça me disait un truc. Je l'avais déjà vu et je me suis dit mais c'est quoi ce machin en fait? Et je trouve ton point de vue intéressant, Élise. Moi, j'ai pas spécialement rajouté beaucoup de fond là-dessus. Je pense que pour le coup, c'est le film où il a le plus raison sur le fait qu'il faut pas trop y trouver du sens, même si tu peux toujours extrapoler, surtout que ça reste un film quand même autour de la maternité, de la paternité, et aussi du fait que ça se joue sur plusieurs époques. Notamment, on peut aussi se poser la question de ce que ça signifie, le fait que lui tue Elaine de plaisir, littéralement lors de sa première fois. Donc peut-être que c'est sa timidité, son anxiété qui l'a fait succomber, j'en sais rien, mais non, sinon c'est vrai que moi j'ai quand même subi le film et j'aurais vraiment voulu que cette partie dans la ville soit plus longue, parce que pour le coup là c'est vraiment super fun, et même si je trouve par exemple que les personnages de Nathan Lane et Amy Ryan, donc qui sont ce couple qui va le recueillir, est assez fun, quand même finalement je trouve que ça tourne pas que ça tourne en rond, mais que ça devient vite un petit peu lent. Et que pour le coup ça traîne en longueur. En fait, le problème c'est pas que ça traîne en longueur pour rien, c'est pas vrai. C'est plus que je trouve que l'équilibre entre les parties est pas bonne, et aussi la révélation de ce flashback qui pour moi me semblait quand même intéressante d'avoir plus tôt. Au final, on l'a très tard, et ça recolle assez étrangement les morceaux avec la vraie Mona. D'ailleurs, on a oublié de préciser que si au début il veut aller voir sa mère, en fait elle est censée être décédée d'un accident entre-temps, ce qui au final n'est qu'une énième machination pour elle, pour montrer à quel point son fils est indigne. Donc personnellement, je sais pas, pareil, j'ai trouvé que c'était un peu vain, même si c'est intéressant comme de voir à quel point finalement elle a un tel pouvoir qu'elle est prête à sacrifier, il me semble, une de ses servantes les plus dévouées, et en même temps de manipuler absolument tout le monde pour les faire venir à un faux enterrement. Mais voilà, j'ai pas énormément de choses en plus à dire. Je pense que le film a quand même ses qualités et son intérêt, notamment du fait que oui, ce soit un film complètement inclassable, un ovni, et ça se sent en fait que le film a pu être conçu, en tout cas ne serait-ce que le scénario à l'avance en fait, il y a plus de 10 ans, et que ça devait être à la base son premier long métrage, mais qu'il a refusé de le faire parce qu'il avait eu que 5 millions de dollars et qu'il savait qu'il lui faudrait probablement beaucoup plus pour le réaliser. Et c'est vrai que ça se sent. Il a eu raison de pas le faire en premier, parce qu'il aurait pas eu la carrière qu'il a actuellement. Non, c'est Quand sûr. tu vois le flop que ça a été. Oui, non. Mais moi sur ce film quand même, au-delà des interprétations multiples, parce que vraiment chaque plan et chaque passage, on peut se faire plaisir et surinterpréter pour le plaisir, même si lui nous dit qu'il faut pas le faire. Mais non, j'ai vraiment été touchée, moi, c'est par le jeu aussi de Joaquin Phoenix quand même. C'est que je le trouve très touchant dans sa manière de jouer un homme enfant, parce que finalement il a l'apparence d'un mec d'une 40aine d'années, mais il se comporte vraiment comme un jeune, quoi, comme un tout petit. Et j'ai apprécié, tu vois, la confrontation à la fin, quand on se rend compte que la mère n'est pas morte. En fait, c'est une machination. Je me dis, putain, ça y est, au bout de 2h45 de film, il a enfin compris que sa mère, c'était une personne atroce. Alors que depuis le début, il lui trouve des excuses. Il sait qu'elle fait les choses pas bien, mais, tu vois. Et j'aime bien ça. Moi, ça m'a ému, tu vois, dans le film. Peut-être que je suis d'accord là-dessus, mais peut-être que le problème, pour en revenir au rythme et à la longueur du film, le problème étant peut-être que c'est un film qui a été sans cesse travaillé pendant une dizaine d'années,
où Astor est revenu constamment réécrire, rechanger des choses, réécrire. J'y vois un peu un syndrome Megalopolis à la Coppola, quoi. C'est-à-dire que c'est un projet qui a tellement été maturé pendant tellement longtemps, qui devait en plus pour Astor être un premier film, donc il y a des choses forcément où à un moment ça fait peut-être un trop plein. C'est ce qu'on a beaucoup reproché à Coppola, c'est que c'était trop riche, que c'était trop barré, que c'était Pas trop cohérent aussi. voilà, que c'était dans une certaine forme d'incohérence. Harry, t'as quand même une Et cohérence. il y a un peu plus, ouais, Et effectivement. c'est vrai qu'il y a beaucoup à manger, que c'est vite indigeste. C'est ça. Si t'es pas d'emblée partant pour partir dans un C'est truc ça, comme alors que ce sont deux films en soi qui sont passionnants en un sens, parce que c'est des films riches et tu en tireras des choses. Le Megalopolis de Coppola, il y a sa fourmi d'idées, il y a des idées qui sont de mauvais goût et d'autres qui sont brillantes. Et bah, j'en tire un peu le même effet pour Boys Afraid. Je pense que c'est des films qui ont souffert d'une production, d'une écriture trop longue, en fait. Voilà. Après, on le prend chacun sous un prisme différent. Mais je pense qu'on peut un peu tous se rejoindre là-dessus, sur le fait que c'est des films qui sont riches, quoi. Enfin, Et puis ça a souffert malheureusement de la réputation d'Ari Aster en tant que nouveau génie du film d'horreur. C'est qu'en fait les gens aussi sont allés voir le film en pensant voir un nouveau Hérédité, un nouveau Midsommar, et sont tombés sur un truc qui n'avait rien à voir, étaient très déçus de ça. oui, parce que malgré lui, il s'est un peu enfermé dans une case, en fait, effectivement. Oui, mais ça, c'est pas de sa faute. Après, c'est les gens qui aiment bien mettre dans une case les réals et se dire c'est un réal qui fait ça. Oui, surtout que quand on replonge sur sa carrière de réalisateur de court-métrage, C'est cohérent. on se rend compte que Boys Afraid est bien plus proche de ses courts-métrages que ne l'était Hérédité ou Midsommar. Ouais, clairement. Parce que de base, ces courts-métrages, c'est pas vraiment c'est de l'horreur, mais Hérédité est plus hollywoodien que Beau. Hein. Ouais. Beau, t'as je sais, j'ai plus le nom, mais donc le court-métrage avec la mère et le fils. Ouais. C'est très même ça. chose, hein. Voilà, enfin, ça prend de tout, ça prend de Basically, ça prend de Salavi, Oui. ça prend de tout. Ouais. Et pour peut-être finir, pour citer Scorsese disait que Astor est je suis d'accord avec Scorsese, Astor est aujourd'hui une pièce fondamentale du système hollywoodien, dans le sens où il va pousser dans ses retranchements les productions hollywoodiennes, être vraiment au fond du fond de ce qui pourrait se faire à Hollywood, je pense, et que du coup ça fait partie de ces auteurs qui permettent aujourd'hui que Hollywood puisse ne pas non plus être toujours trop lisse et balisé. Voilà. Ouais, Scorsese, il félicitait Astor pour ça, surtout. Que c'était un bon réalisateur et qu'en plus, il permettait à Hollywood de ne pas trop se rétracter, quoi. On va en parler pour la prochaine fois, mais quand on va aborder Eddington, moi j'ai une petite peur quand même sur la suite de sa carrière. Parce que j'ai pas regardé les entrées, mais je pense pas que ce soit très très bon pour Eddington. Enfin, à mon avis. Je suppose, mais ce que j'ai peur, c'est que ça fasse un peu l'effet de ce qu'on a avec Wes Anderson en ce moment. C'est que c'est des réalisateurs qui sont très identifiés et qui deviennent malheureusement une forme de parodie de leur propre cinéma. Et ça Je suis m'inquiète. d'accord. Complètement pour Anderson, qui aujourd'hui, depuis 5-6 ans, même je peux plus. plus Moi, pareil, je peux plus. Que ce soit lui ou en France, que ce soit Quentin Dupieux, je peux plus me voir leurs films. Parce que j'ai l'impression qu'on me resserre la même tambouille, mais avec du creux à l'intérieur. Et que c'est juste un alignement de cast qui coûte cher et qui a juste envie de se faire plaisir et de se dire je suis dans un grand film. Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Wes Anderson et Quentin Dupieux, même si Quentin Dupieux, il essaie quand même d'avoir enfin, je dis ça, je vais plus du tout voir ses films et je ne veux plus en entendre parler, mais au moins, il essaye un minimum d'avoir des scripts un peu différents, là où effectivement, Wes Anderson, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est fini, mais je pense que Ari Aster, c'est pas le cas du tout. Par contre, ça peut être un peu le cas, pour un certain public, dans la perception d'un plus grand public. Par contre, en ce qui me concerne, je pense que c'est pas représentatif, mais quand je suis allé voir le film, je suis allé le voir mardi, donc 2 semaines après la sortie du film, et je pensais qu'il y aurait pas grand monde. C'était une petite salle, certes, mais c'était rempli à ras-bord. Enfin, peut-être pas à ras-bord, mais il y avait énormément de monde. Ouais. On était au moins 80. Et par contre, le bouche à oreille,
Il est pas très bon. J'ai que des retours négatifs autour de moi. C'est clivant. Et cette semaine, avant de voir le film, pourtant j'ai milité auprès de mes collègues à leur dire non mais moi j'ai bien aimé Beau, donc j'aimerais sûrement Eddington. Et finalement, c'est pas le cas. Et c'est juste que si jamais il me refait un troisième film dans la continuité de Beau et de Eddington, là je vais avoir l'impression qu'il commence à se foutre un peu de la gueule du monde quand même. Ok. On en reparle après. Sur ça. On en reparle dans la prochaine émission qui sera entièrement autour de l'actualité entre guillemets Eddington, qui sera probablement disponible en VOD quand vous verrez la partie 3. Sur ce, n'oubliez pas de consulter nos réseaux et de voir si la première partie, si ce n'est pas déjà fait, mais ce serait un peu étrange, notamment ce qui concerne les courts-métrages qui ont été un petit peu moins abordés sur Internet. Merci Élise d'être encore parmi nous pour la deuxième partie et puis à très bientôt pour la partie finale, avant évidemment qu'il sorte un nouveau film, on ira bien sûr le voir. Des bisous. Au revoir, bisous.